Bienvenue à tous sur les chaînes parlementaires, émission spéciale de Parlement Hebdo consacrée à l'ensemble des mesures et des temps forts politiques de cette semaine, une semaine après les attentats du 13 novembre dernier. Et pour parler de cette semaine très dure pour le gouvernement, un ministre est avec nous. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, merci d'être avec nous. Alors à l'heure où nous parlons, on apprend cette attaque, cette prise d'otage contre un hôtel, un grand hôtel de Bamako au Mali. C'est une région où la France est présente avec le dispositif Barkhane. Est-ce que vous avez des informations? C'est la guerre partout? Non, je n'ai pas d'informations particulières, mais on voit bien qu'on est devant une guerre mondialisée. Et donc, il y a de façon différente, mais partout, des affrontements avec cette même idée de terrorisme, de massacre, avec des gens fanatisés. Ce qui fait que nous ne sommes évidemment pas dans les guerres conventionnelles habituelles, mais c'est une guerre avec un aspect mondialisé. Attendez à des répliques, ça peut être le cas vu qu'il y a des Français qui sont otages. Je ne connais pas aujourd'hui la liste des otages, Bien évidemment, mais on peut imaginer, en tout cas il est possible qu'il y ait, y compris un certain nombre de compatriotes. Voilà, bon, il y a eu un attentat, vous vous en souvenez, en Égypte, il y en a eu un qui touchait l'Égypte et la Russie, il y a eu un attentat à Beyrouth, il y a eu des attentats en Turquie. Il y a des menaces sur l'ensemble de l'Europe. Menace mondiale. Il y a partout un certain nombre de gens fanatisés qui cherchent à semer la terreur. Alors on va revenir évidemment sur toute la semaine qui a été marquée, je le disais, sur le plan politique et sur le plan évidemment parlementaire. Et ça commence lundi avec un hommage au Parlement. Lundi, à midi, la France s'est arrêtée. Au Sénat, l'ensemble du personnel et des sénateurs ont vécu cette minute de silence ensemble à l'Assemblée nationale. Hommage de Claude Barthelone sur le perron. Et puis un peu plus tard, réunis à Versailles, vous y étiez, Jean-Marie Le Guen, avec le président de la République. Les parlementaires, ministres ont aussi rendu un hommage aux victimes. Cette réunion des parlementaires à Versailles, vous l'avez vécue comment? On avait l'impression d'un espèce de moment très intense d'émotion. Oui, bien sûr, c'était une très forte émotion. On était encore sous le choc de l'attaque. On commençait à voir la tête des victimes, les conditions dans lesquelles c'était passé. Donc il y avait à la fois une émotion très forte et puis une émotion aussi de la capacité de réaction du gouvernement, de l'État. On était en pleine mobilisation. Vous étiez déjà en réaction, vous étiez déjà dans l'action. Bien sûr. Dès le vendredi soir, vous savez, il y a eu un conseil des ministres à minuit. Le président de la République s'était déjà exprimé, avait trahi, le temps de la politique traduit cette émotion. Non, oui, alors avec la politique avec un grand P, oui, au sens où effectivement des responsables qui ont été élus dans le cadre de la République sont là pour porter un certain nombre de politiques publiques, de réactions, d'exprimer aussi ce que pense la nation. C'était le rassemblement de ce congrès, c'était le discours du président, c'était le président et le Parlement, dont sénateurs et députés. Mais pour qu'on comprenne bien, est-ce que réunir Versailles, c'était une obligation constitutionnelle ou c'était le vœu du président de la République? Ah non, c'était pas du tout une obligation constitutionnelle. C'était là, pour le coup, une opportunité constitutionnelle de façon à s'adresser solennellement à la nation et le faire dans un cadre républicain. Et donc, c'était aussi l'implication. Et je dois dire que, de ce point de vue, la séance du Congrès, la prise de parole de la plupart des intervenants a été, quelle que soit leur sensibilité, de très bon niveau. Vous en écoutez. Oui. Voilà. Justement, devant les parlementaires réunis en congrès, François Hollande a donc pris des mesures exceptionnelles. Il a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire et donné l'ordre aux chasseurs de continuer les bombardements français dans le sel syrien. La France est en guerre, a dit le président de la République. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. Ils ont fait au moins 129 morts et de nombreux blessés. Ils constituent une agression contre notre pays, contre ses valeurs,
contre sa jeunesse, contre son mode de vie. Ils sont le fait d'une armée djihadiste, le groupe Daesh, qui nous combat parce que la France est un pays de liberté, parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Jean-Marie Le Guen, est-ce que cette nuit du 13 novembre, ces attentats marquent un tournant dans le quinquennat? Écoutez, une rupture? Non, je ne crois pas, parce que en fait, beaucoup de choses, même si l'émotion et la manifestation et sans doute l'ampleur de la réponse n'étaient pas là, mais nous connaissions aussi cette menace. Le Premier ministre avait eu l'occasion, et d'autres, le ministre de l'Intérieur, le Président de la République, s'étaient exprimés après les attentats du mois de janvier pour dire combien ils étaient inquiets sur la possibilité qu'il y ait une réplique aux attentats du mois de janvier, et que nous étions dans un phénomène global. Évidemment, une tragédie à ce niveau qui fauche une partie considérable de notre jeunesse dans des conditions absolument abominables est un élément qui marquera tous les Français. Et donc, évidemment, ça aura des conséquences. Ça a des conséquences d'ailleurs dans la mobilisation des moyens de l'État, avec l'état d'urgence, cette loi que nous avons votée à l'Assemblée nationale et que nous allons voter cet après-midi au Sénat, qui va à la fois proroger dans le temps, c'est-à-dire aller jusqu'à la fin février globalement donner la possibilité constitutionnelle à l'État d'agir dans le cadre de l'état d'urgence jusqu'à la fin février. Mais il n'y a pas simplement la prolongation, il y a aussi une plus grande efficacité donnée à cette loi. C'est un vrai tournant pour la gauche également. Ce tournant sécuritaire, il va aussi modifier la donne dans votre parti. Non, d'abord, nous le faisons parce que nous sommes en responsabilité, à tous les sens du terme, responsabilité parce que nous sommes au gouvernement, mais en responsabilité devant l'histoire et devant la protection nécessaire des Français. Mais c'est un vrai changement de culture quand même. Non, ça fait un bout de temps que la gauche a réglé cette question, d'abord sur les problèmes de sécurité. Ça fait maintenant 6-7 ans sur ces questions de sécurité. Nous sommes sur la question de l'analyse de la menace, là aussi. Nous avions été, je pense, assez éclairés. Est-ce que la prise de conscience de nous tous, pas des appareils politiques, etc., mais des appareils politiques aussi, est-ce que, à part quelques-uns, tout le monde avait bien intégré la hauteur de niveau de la menace, mais nous tous, dans notre vie quotidienne, dans notre façon de parler, d'envisager les choses, de voir l'avenir, etc., peut-être qu'il y avait un certain décalage entre ce que disaient les gens qui sont dans le cadre des forces de police et de renseignement qui attiraient notre attention, un certain nombre de responsables, ce que disait le Premier ministre, qui n'a cessé de répéter ces derniers mois que nous étions toujours devant le ministre de l'Intérieur. Le Président de la République aussi, à son rythme qui est le sien. Donc voilà, alors maintenant il y a une mise à niveau, j'allais dire, un peu générale. Encore que quand hier, le Premier ministre qui est obligé de dire un certain nombre de choses sur les menaces dites énergétiques. On va y revenir, si vous voulez bien. On va y revenir, Jean-Marie Le Guen. Mais je voudrais qu'on reprenne un petit peu l'ordre des choses avec François Hollande, qui a pris par surprise un petit peu quand même la droite lorsqu'il a annoncé un certain nombre de mesures, et notamment cette réforme de la Constitution. Nous devons aller au-delà de l'urgence. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. Cette guerre, d'un autre type, face à un adversaire nouveau, appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. Alors, cette réforme que veut le président de la République, c'est une réforme de la Constitution. Est-ce que ça se passe obligatoirement par congrès ou ça pourrait être aussi par voie référendaire? Bon, écoutez, je pense que là, ça doit se faire logiquement par congrès. Alors évidemment, on ne peut rien exclure puisqu'il y a une autre logique d'adoption. Mais le souhait du président de la République est très clairement de faire des propositions qui rassemblent les Français et au-delà, évidemment, la représentation nationale. Et si jamais vous n'avez pas cette majorité aujourd'hui pour... Écoutez, on verra bien, mais je ne l'imagine pas. Je pense qu'en conscience, on est dans l'efficacité. L'efficacité, c'est-à-dire donner les moyens dans le cadre de l'état de droit. Jusqu'à présent, je pense qu'il y a une majorité républicaine
à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui va à la fois dans le sens des mesures de plus grande efficacité et évidemment tout ceci dans le respect de l'état de droit. Mais certains s'interrogent, notamment à droite, sur la nécessité de réviser la Constitution. Est-ce que cette révision constitutionnelle est indispensable au renforcement de la sécurité des Français? Elle l'est à plusieurs titres. D'abord parce que la loi de 55, qui est celle décrétant l'état d'urgence, a été déclarée constitutionnellement applicable. Je suis désolé de faire un petit peu de droit, mais le Conseil constitutionnel, au moment où il disait, mais oui, elle a beau être de 55 et d'avant 58, c'est-à-dire la Ve République, cette loi peut fonctionner. Voilà ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Il a dit, mais nous n'avons pas pour autant jugé de la constitutionnalité de cette loi. C'est-à-dire son fonctionnement était constitutionnel, son application était constitutionnelle. Donc Or, depuis 2008, je suis désolé, mais comme ça on fait un peu cours de droit, d'éducation c'est civique. important. Voilà, depuis 2008, il y a ce qu'on appelle la QPC, la question Question prioritaire prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire que demain, vous faites un procès sur ces sujets et dans le cadre du procès, vous dites, mais est-ce que la loi que l'on veut m'appliquer est bien constitutionnelle? Je vais donc le demander au Conseil constitutionnel et vous avez le droit de le demander. Et donc, demain, il y aura évidemment des contestations. Mais il y en a eu, Alors, si justement. on va écouter une. Voilà. Eh bien, justement, pour le patron des députés républicains, rien, pour lui, ne justifie de réviser la Constitution. Écoutez. Quant à la proposition de révision de la Constitution, rien à ce stade ne semble la justifier. Notre Constitution offre clairement tous les outils juridiques pour faire face à toutes les situations. Alors, que répondez-vous à Christian Jacob qui dit notre Constitution offre déjà tous ses moyens? Non, mais de ce point de vue, je pense qu'il est revenu un petit peu en arrière quelques heures après. Et donc, il y a la nécessité et l'opportunité sur différents sujets de constitutionnaliser. Voilà. Donc vous êtes prêt à ouvrir la porte à la droite sur toutes les discussions possibles? Mais nous souhaitons qu'il y ait un rassemblement de tous les républicains. Donc ça veut dire des propositions. Le président de la République l'a dit très clairement à Versailles. Et j'allais dire, dans les propositions qu'il a faites, on voit bien qu'il avait déjà entendu ce que disaient un certain nombre de parlementaires de l'opposition. Et donc, ce qui nous paraît être efficace, justifié et possible dans le cadre de l'état de droit, nous sommes prêts, effectivement, à l'intégrer dans une démarche constitutionnelle. Quelques mots sur le calendrier. A priori, ça serait pour quand, cette réforme constitutionnelle? Nous souhaitons aller le plus vite possible. C'est une question là aussi d'efficacité. Dans le cadre de la Constitution, c'est une cadre de garantie des droits publics. Et donc, nous pensons qu'il y aura un texte avant la fin de l'année et que celui-ci pourrait être adopté le plus tôt possible, mais c'est sans doute à la fin de l'état d'urgence tel qu'il a été voté, c'est-à-dire fin février, début mars. On peut espérer avoir une réforme constitutionnelle. Donc un texte pour la fin janvier, un texte qui arrive en Conseil des ministres, on est bien d'accord? Oui. Et une adoption pour la fin février, a priori avec le rassemblement d'un congrès à Versailles. C'est bien ce que vous nous dites aujourd'hui? Absolument. Il y a aussi le plan international. François Hollande s'est exprimé avec un changement aujourd'hui de stratégie. Fini la stratégie du ni Daesh, ni Syrie, ni Bachar el-Assad. Écoutez le président de la République et puis vous réagissez juste après. Le terrorisme, nous le combattons en Irak pour permettre aux autorités de ce pays de restaurer leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. Et en Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar el-Assad ne peut constituer l'issue. Mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. Mais il faut un rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement lutter contre cette armée terroriste dans le cadre d'une grande et unique coalition. C'est à quoi nous travaillons. C'est dans cet esprit que je rencontrerai dans les prochains jours le président Obama et le président Poutine pour unir nos forces et atteindre un résultat qui, pour l'instant, est encore renvoyé à trop longtemps. La France aux côtés des Russes et donc de Bachar el-Assad, la France ne disait pas ça, François Hollande ne disait pas forcément ça. Il y a un changement de stratégie de la position française ou pas? Non, je pense que les choses bougent.
Mais la position française, nous ne sommes pas à côté de Bachar Et nous el-Assad. sommes, en tout cas, nous travaillons avec les Russes. Nous voulons... Mais tout le monde a bougé. Les attentats, je l'ai rappelé, c'est l'attentat de l'Airbus, c'est l'attentat de Paris, c'est l'attentat de Beyrouth. Et donc tout le monde bouge. C'est-à-dire que vous aviez remarqué que qui bombardait Daesh avant les attentats? Les États-Unis, la France. Point. Les Russes bombardaient la Syrie, mais plutôt l'opposition dite plus modérée que Daesh. Il y avait très peu de frappes sur Daesh. Depuis quelques jours, Une sorte d'inflexion. notamment après ce qui s'est passé dans le Sinaï, l'affaire de l'Airbus, les Russes bombardent massivement Daesh. Massivement Daesh, ce qui est une évolution. Nous sommes aussi en évolution parce que nous avons toujours, si nous, en Syrie, nous bombardions Daesh, nous ne bombardions pas M. Assad. Oui, oui. Donc notre adversaire prioritaire et militaire était d'ores et déjà Daesh. Nous, ce que nous disons, et nous continuons à le dire, c'est que à la fin du processus, d'abord, il n'y aura pas que de l'affrontement militaire, il faudra une solution politique. Et que cette solution politique, elle n'est pas possible, non pas pour des raisons morales, non pas, aussi pour des raisons morales, mais pas pour des raisons morales. Elle n'est pas possible que M. Bachar el-Assad reste le chef de la Syrie quand il aura tué 250 000 personnes Ça de son reste, peuple, ce qui veut dire qu'il y aura reste la beaucoup de stratégie française. Syriens, une majorité de Syriens, qui La question n'accepteront sera pas posée. de voir M. Bachar Oui. à la tête de l'État d'une Syrie apaisée. Donc c'est tout ce que nous Alors, disons. et Ce alors n'est pas la solution. Bachar, c'est un des problèmes, il a même été à l'origine du problème, et Bachar n'est pas la solution. Mais à côté de ça, c'est Daesh, notre adversaire, très clairement. Bien Bien compris. compris. Alors on va revenir sur le plan intérieur, puisque l'union sacrée, pas si sacrée, ça n'aura pas duré longtemps. Sifflets, huées, vociférations, la séance de questions d'actualité de mardi a été très mouvementée. Certains députés, notamment à droite, ont interpellé le Premier ministre à plusieurs reprises. Ambiance électrique dans l'hémicycle, malgré le deuil national et l'appel à l'union du Premier ministre. Je ferai tout pour que l'unité, l'union sacrée soit préservée. Alors, mesdames et messieurs, qui représentez la nation, de la majorité et de l'opposition, soyons dignes à la hauteur des Français, soyons des patriotes rassemblés pour abattre le terrorisme. Sur les bancs de l'opposition, l'heure est aux reproches et aux huées quand Christiane Taubira s'apprête à prendre la parole. Monsieur le député Patrick Bloch. Alors qu'il évoque la naturalisation des étrangers, le ton monte entre Philippe Meunier et le chef de l'exécutif. Il est tout aussi important d'accorder la nationalité française avec parcimonie. Or, depuis l'élection de François Hollande, le nombre de naturalisations augmente sans cesse. Ma question est donc directe. Allez-vous sans plus attendre revoir votre politique afin de rendre plus restrictives les conditions permettant d'obtenir la nationalité française? La confusion que vous opérez dans votre question, le fait de rendre par les propos que vous tenez tout étranger suspect, ça, vous nous trouverez toujours devant pour dire non. Non, précisément, je veux rappeler que sur les trottoirs de Paris, monsieur le député, et dans la salle du Bataclan, il y a eu des étrangers qui ont été tués. Il y a eu des Français d'origine étrangère. Il y a eu peut-être même, monsieur le député, des Français qui avaient acquis leur nationalité. Et parce que moi, parmi d'autres, je fais partie de ceux qui ont décidé un jour de devenir français, parce que j'aime ce pays par-dessus tout, je ne permettrai jamais cet amalgame qui met en cause les valeurs de notre pays. Alors que s'est-il passé ce jour-là? Visiblement, est-ce que vous pensez que certains, notamment à droite, ne tiennent pas suffisamment leurs troupes? Je pense qu'il y a eu d'abord des attitudes franchement indignes et on a été submergé de témoignages de nos concitoyens, de quelque sensibilité qu'ils soient, disant mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette façon de rompre le rapport de dignité dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est indigne d'élu de la République. Je pense que vraiment, certains ont un esprit... Certains, qui Oui.
qui, Jean-Marie Le Guen, faut dire les choses. Bon, je dis les choses. Je veux dire, chacun voit bien que la manière dont Mme Taubira a été traitée, la manière dont, dès le début, quand le Premier ministre, moi, je suis juste à côté de lui, donc dès le début, il prend la parole pour répondre de façon très claire et très posée à la situation. Il y a un brouhaha, des invectives, son intervention, et vous vous en souvenez, a été interpellé par mais tout ça est bien trop tard, etc. Et donc des invectives permanentes qui rendent d'ailleurs la réponse quasiment difficile. Bon. Et donc, voilà, oui, il y a eu une vision qui n'est pas à la hauteur de la situation, des calculs. Calcul électoraliste. Oui, on a bien vu. On était quand même très étonnés de voir arriver à cette question, d'une façon notable. 3 têtes de liste, Mme Pécresse pour l'Île-de-France, M. Wauquiez, intervenir. Avec essentiellement un rapport Ils ont fait de la politique politicienne ? C'était le dispositif qui était adopté collectivement, me semble-t-il, par ce groupe de l'opposition. Au lieu de poser des questions, ce qui est parfaitement logique, c'était plutôt de le relancer. L'idée était de relancer la polémique. Et donc, cette vision polémique et un peu politicienne, effectivement, à un moment où les Français attendaient tout à fait autre chose, a créé, je crois, entre l'opposition et... Bon, on a bien vu aussi qu'un certain nombre d'interventions sur le fond, soi-disant sur le fond, y compris du président des Républicains, qui est intervenu... C'est lui qui a mis de l'huile sur le feu, selon vous ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, il n'a rien fait pour... J'ai entendu différentes personnalités dans l'opposition. Certains appelaient à l'unité nationale, d'autres voulaient absolument en finir avec l'unité nationale et mener des polémiques d'autant plus, me semble-t-il, indignes. Donc non seulement elles étaient décalées dans le temps, mais venant de gens qui en son temps n'avaient pas pris leurs responsabilités en matière de sécurité. Vous me dites ce que vous en pensez très court. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, dit que dans ces cas-là, il ne faudrait pas retransmettre les questions d'actualité à la télévision. Le jour où il y a un dérapage, voilà, interrompre le programme. C'est peut-être une prérogative qu'on pourrait donner au président, c'est-à-dire, mais enfin, je pense que l'effet serait tout aussi terrible, c'est-à-dire qu'on se dirait que vraiment, voilà, je comprends qu'ils se disent, si j'avais eu un bouton pour suspendre la retransmission, j'aurais bien volontiers appuyé sur ce bouton. Ça, c'est un réflexe que je comprends. Est-ce que c'est possible? Je n'en suis pas sûr. Allez, on passe au mercredi. Le climat, ça pèse un tout petit peu. Et mercredi, le ton est redescendu d'un cran. L'Assemblée nationale en profite pour rendre hommage aux forces de l'ordre qui viennent tout juste de mener une opération en Seine-Saint-Denis face aux terroristes. Quelques policiers légèrement blessés. Hommage donc debout, saluer l'action des forces de l'ordre. Jean-Marie Le Guen, ce climat serein, heureusement qu'il est revenu, c'est vrai, ce mercredi. L'hommage des forces de l'ordre, on imagine que vous qui avez vécu tout ce qui s'est passé depuis le mois de janvier, et encore cette fois, vous les avez rencontrés, ces forces de l'ordre. Oui. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on se dit entre vous quand il n'y a pas les caméras? C'est une véritable admiration quand même sur à la fois l'engagement et le professionnalisme. Vous parlez des forces de l'ordre, vous avez parfaitement raison. Je voudrais y mettre aussi, et vous voyez, quelques minutes avant de venir ici, j'étais au conseil de surveillance de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je voudrais y associer les professionnels de santé, et notamment les hospitaliers, l'assistance publique. Je disais à ces personnels que non seulement ils ont fait un travail qui, du point de vue des valeurs humaines, est tout à fait admirable, mais au-delà de tout ça, dans ce choc de violence, les Français ont vu qu'il y avait des institutions, alors la police, les pompiers, le SAMU et les hôpitaux publics, qui étaient une capacité de résilience, comme on dit, c'est-à-dire la résistance organisée, des gens engagés, professionnels. Ils ont fait un travail absolument admirable. Alors que les blessés arrivaient par dizaines, que les plaies étaient très, très bouleversantes. C'est de la chirurgie, c'est pas de la chirurgie de guerre qui a été faite, c'était de la chirurgie qui a été faite dans des normes de qualité tout à fait exceptionnelles. Il faut bien comprendre, par exemple, je parle de ça parce que ça me touche un peu, vous aviez plusieurs équipes
de spécialités différentes qui intervenaient successivement autour quand vous avez perdu un œil, un morceau de mâchoire, que vous avez une balle dans l'humérus, c'est pas la même chose. C'est des professionnels, des chirurgiens certes, mais qui interviennent chacun avec sa spécialité. Tout le monde était là, toutes les équipes étaient là. Et tournait, prenait en charge dans le calme, dans la sérénité, dans l'efficacité, dans la qualité des soins. C'est admirable. Voilà pour le message en tout cas qui est passé. Quelques heures plus tôt, François Hollande était devant les maires de France. Le congrès n'a pas pu se tenir, mais ils ont tenu quand même à rendre hommage par ce rassemblement. Un discours empreint d'une très large émotion, avec notamment ce discours de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Écoutez. Mes amis, le Paris qui a été frappé est notre Paris à tous. Il souffre, mais il est debout. Il regarde droit devant lui. Il est en vie et il vivra. Vive la République, vive la France, vive les communes de France, vive Paris et Saint-Denis. Connaissez vos relations avec Anne Hidalgo, vous avez pu lui parler également? Oui, j'ai eu l'occasion de évidemment croiser. Il y a eu une cérémonie, une séance du Conseil de Paris lundi, exceptionnelle. On a décalé les séances qui devaient parler des problèmes de la gestion de la ville, qui sont bien normaux. Et puis on a eu une séance exceptionnelle qui était aussi très émouvante, d'unité nationale, en tout cas d'unité municipale. Voilà, et les propos qu'elle tenait montrent bien aussi l'émotion qui est la sienne. Allez, on revient au Parlement. Alors je dis justement accélération sur le plan législatif, puisque 6 jours après les attentats, le Parlement prolonge l'état d'urgence. Perquisition possible sans autorisation du juge, assignation à résidence. La loi s'applique sur tout le territoire pour une durée de 3 mois. Thibault Le Floch. Ce matin, les députés ont adopté plusieurs articles du projet de loi relatif à l'état d'urgence. L'article 1 prévoit que cet état d'urgence est prononcé pour une période de 3 mois. À droite, certains députés estiment que cette période est insuffisante. Et je sais que 3 mois, ce sera trop court, Monsieur le Premier ministre. Prolonger cet état d'urgence pour une durée de 6 mois. On ne peut pas aujourd'hui débattre d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Personne ici dans cet hémicycle n'en sait rien. La période de 3 mois pour proroger l'état d'urgence a finalement fait consensus. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il est adopté. L'article 2, voté sans difficulté, permet au ministère de l'Intérieur et au préfet d'ordonner des perquisitions la nuit lors de l'état d'urgence. Même chose pour l'article 3 qui précise que le gouvernement peut mettre fin à l'état d'urgence par décret avant ces 3 mois. Les dissensions entre la gauche et la droite se sont fait plus fortes sur le rôle des policiers municipaux. La droite souhaite que ces agents puissent procéder à des contrôles d'identité, un rôle dévolu à la police et à la gendarmerie. Le gouvernement promet d'étudier cette question, mais pas dans le projet de loi actuel. On ne comprend pas que vous soyez d'une telle rigidité s'agissant de la police municipale sur un simple contrôle d'identité. La question que vous évoquez n'est pas une question qui est fermée, c'est une question sur laquelle simplement nous demandons à pouvoir prendre toutes les précautions en droit, au regard notamment du respect des principes constitutionnels. Rejeté par 198 voix contre 128, cet amendement n'est finalement pas adopté. Après 5 heures de débat, les 6 articles du projet de loi ont été adoptés à 551 voix contre 6. Alors certains craignent des atteintes aux libertés publiques pendant la durée d'application de cette loi. Est-ce qu'il y aura des garde-fous, notamment un contrôle, des contrôles? Est-ce que les parlementaires seront, par exemple, informés? Alors, d'abord, notre Constitution est très précise. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites par rapport à des situations qui existent dans d'autres pays ou dans d'autres circonstances. Donc, les autorisations de dérogation sont très, très précises. Deuxièmement, nous avons fait 2 éléments qui sont majeurs. Dans l'état d'urgence, il y avait initialement, dans la loi de 1955, des possibilités d'intervention sur la presse. Nous avons écarté toute idée qu'il y ait... Internet quand même. Oui, mais sur la presse, il n'y a absolument aucune idée. Là, c'est plutôt les problèmes de propagande djihadiste, ce n'est pas les problèmes d'information. Les réseaux sociaux. Donc, nous avons écarté toute idée d'intervention sur la presse. Oui, mais il y aura quand même des restrictions de liberté.
de certaines libertés. Vous les avez cités, c'est-à-dire le fait que l'on puisse intervenir la nuit à n'importe quelle heure. On a vu qu'à Saint-Denis, on est intervenu à 4 heures du matin. Si on avait été dans une loi normale, on ne pouvait pas intervenir avant 6 heures du matin. Bon, on est intervenu donc de façon différente. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y aura un contrôle régulier du Parlement sur l'application de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il y aura un bilan, indépendamment même des contacts qui doivent avoir lieu entre le gouvernement et les groupes parlementaires des deux assemblées sur la gestion de l'ensemble de la crise dans toutes ses dimensions, diplomatiques, militaires et sécuritaires. Ce contrôle s'applique à partir de maintenant? Oui, absolument. Alors, oui, absolument. Le contrôle sur l'état d'urgence d'un côté, l'information sur l'ensemble de la situation de l'autre, tout ça est aujourd'hui en application dès maintenant. Et juste une question, comment est-ce que vous allez informer le Parlement? Est-ce qu'il va y avoir des séances? Comment ça va se passer? Alors, sur l'information de l'ensemble de la crise, etc., c'est le Premier ministre qui va recevoir les représentants des différents groupes et des différentes commissions. Sur le contrôle de l'état d'urgence, c'est la commission des lois qui va se donner les moyens d'être informée, de contrôler ce qui se passe de façon précise. Alors, donc on est dans un état qui est, j'entends, et il faut toujours écouter d'ailleurs les interpellations, mais qui peuvent avoir lieu sur le fond, sur les principes, mais on est dans quelque chose qui est extrêmement limité dans le temps, dans les moyens, contrôlé par des forces démocratiques, à commencer par la presse, par le contrôle parlementaire. Alors, lors de ce débat sur la prolongation de l'état d'urgence, le Premier ministre a évoqué la possibilité d'une attaque chimique et bactériologique sur le sol français. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires sur cette possible menace? Est-ce que la France y serait préparée? Ce qu'il a dit, c'est que nous devions nous préparer à l'ensemble du spectre de la menace, y compris celle-là. Est-ce qu'elle est probable? Vraisemblablement non. Est-ce qu'elle est possible? Théoriquement oui. Donc notre devoir, c'est de nous préparer. Mais la France serait bien protégée si elle devait... Absolument. La France a mis en place des programmes depuis longtemps face à des menaces dites NRBC. J'étais donc encore une fois ce matin au conseil de mon hôpital et nous en avons parlé. Ça implique effectivement un certain nombre de dispositions. Non pas que ça soit vraisemblable, non pas que ça soit une hypothèse sur laquelle on a des éléments. Alors qu'est-ce qu'il y a comme élément en dehors du fait qu'on examine tous les cas de figure? C'est que il y a eu, vous le savez, en Syrie, il y avait des armes chimiques, peut-être bactériologiques, mais en tout cas chimiques, qui étaient dans le régime de M. Assad, Bachar el-Assad, et qui ont été en partie volées, si tant est qu'on puisse dire ça, en tout cas que l'État islamique s'est approprié. Et donc on sait l'État islamique, Daesh, a attaqué des résistants syriens avec du gaz moutarde. Donc il y a peut-être du gaz moutarde, peut-être du gaz sarin, mais après, très clair, c'est un domaine que je connais un petit peu, pour passer de la possession éventuelle à une application, c'est extrêmement compliqué, Dieu merci. Et donc, voilà. Mais il est normal... Je voudrais revenir sur les mesures. Je voudrais revenir sur les mesures. Elles ont un coût. 600 millions d'euros, c'est ce qu'a dit en tout cas le ministre des Finances, Michel Sapin. Écoutez. Le président de la République a annoncé un ensemble de mesures pour lutter contre le terrorisme et certaines conduiront à mobiliser de nouvelles ressources pour renforcer l'action de l'État. Le gouvernement vous proposera, par amendement, d'amplifier dès 2016 les créations de postes dans 3 ministères. Au total, la mobilisation de ces nouveaux moyens conduira à une dépense supplémentaire sur le budget de l'État de l'ordre de 600 millions d'euros en 2016. Nous assumons, à ce stade de la discussion budgétaire, une dégradation du déficit à cette fin. Nos partenaires européens ont très bien compris que la protection de nos concitoyens est une priorité absolue en ces moments et que les règles européennes, qui ne sont ni rigides ni stupides, pour reprendre les mots d'un commissaire, offrent les marges de manœuvre adéquates. Une seule question, est-ce que c'est l'assurance qu'il n'y aura pas d'impôts supplémentaires pour les Français? Clairement. Très clairement. Très clairement. Comment vous faites? Eh bien, nous avons dit qu'il n'y aura ni impôt ni rabot sur les autres secteurs. Les efforts sont faits et ils sont déjà
tout à fait important, mais eh bien, momentanément, il y aura une partie des dépenses qui sera plus importante. Voilà. Bon. Ça n'empêche pas les réactions. On va en écouter une, hein, Katia. Oui, notamment sur le pacte de stabilité qui sera remis en cause. Eh bien, François Fillon a critiqué cette remise en cause. Écoutez, c'était sur notre antenne. Je crains que ça ne soit vraiment là une astuce politicienne de François Hollande. Les dépenses de sécurité qu'il a annoncées, j'ai fait le calcul, parce qu'il faut un certain temps avant qu'elles montent en puissance. En 2016, en gros, c'est 500 millions d'euros. On n'a pas besoin de rompre le pacte de stabilité pour 500 millions d'euros. Il est en train de se préparer à ouvrir en grand les vannes de la dépense publique à la veille de l'élection présidentielle, au prétexte que la France doit assurer sa sécurité. Je vous présente tout de suite Jim Jarras, notre partenaire du Figaro.fr, qui est arrivé sur ce plateau. Nous réagirons dans un instant. Une réaction à ce que vient de dire François Fillon. Prétexte, dit-il. Bon, écoutez, ce que François Fillon a sans doute remarqué qu'on était quand même dans un état particulier. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire par rapport à ce que disait Michel Sapin, c'est que là, ce que nous faisons en matière de dépenses, y compris de dépenses de sécurité intérieure, nous le faisons sans doute pour les concitoyens français, mais c'est aussi parce que la France est aujourd'hui le bouclier de l'Europe, en grande partie. Elle est seule sur ce terrain. Non, je ne dis pas qu'elle est de moins en moins seule. Elle peut avoir pas toujours été comprise par un certain nombre de ses partenaires, mais nous sommes... on est en plein dans la tragédie en ce moment du Mali. Voilà, nous sommes aujourd'hui en première ligne. La France est en première ligne. Elle est en première ligne en Syrie. Elle est en première ligne en Afrique. Elle est en première ligne sur la question du terrorisme et de la lutte antiterroriste. Et parfois, elle en paye le prix. Oui, bien sûr, mais pas, nous sommes attaqués pas parce que nous sommes en guerre contre le terrorisme, mais parce que le terrorisme fait d'abord la guerre à la France au nom de ses valeurs, de son existence, de ses libertés, de son mode de vie, bien sûr, de son histoire, de sa géographie. Allez, on y vient, c'est la loupe du scan. Alors, Jim, à vous. Jean-Marie Le Guen, on le sait, les attentats de Paris ont lieu à 3 semaines du premier tour des régionales. C'est un contexte politique très particulier. Est-ce que dans ces conditions tragiques, la campagne des régionales peut reprendre? Certains disent, le PS notamment, on va reprendre lundi prochain. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? D'abord, la campagne officielle commence lundi prochain. Et nous avons décidé, et personne d'ailleurs n'a demandé, à ce qu'on reporte cette échéance. Ça aurait été un recul, comme c'eût été un recul aussi sur la COP21, devant la menace des terroristes et donc une victoire des terroristes. Donc nous sommes debout et nous respectons nos échéances. Et donc la loi. Et donc le fait que la campagne officielle commence lundi prochain. Est-ce qu'on peut faire de la politique dans ces moments-là? Je pense qu'on peut faire de la politique. Je pense que simplement la manière dont on le fait est totalement différente. C'est pour ça que je pense que la manière dont le gouvernement et cette majorité le fait, avec un souci de dignité et de rassemblement, est la bonne façon de faire. Et je ne crois pas que les polémiques un peu stériles, les procès d'intention, etc., soient utiles. Il n'y a pas besoin de jouer l'agressivité pour montrer des différences qui peuvent exister. Mais pourquoi partir dans des discours qui viennent plutôt alimenter la menace, et les divisions surtout chez les Français, c'est pas utile. Justement, quelles conséquences sur le scrutin? Est-ce que vous craignez que ces événements fassent le lit du Front National? Est-ce que c'est une crainte qui existe chez vous? Écoutez, la menace du Front National existait malheureusement maintenant depuis des mois et des années. La réalité, donc je ne veux pas et je ne sais pas comment réagiront Nicolas les Sarkozy Français. dit que ça pourrait influencer le scrutin en faveur du Front National. Écoutez, je lui laisse la responsabilité de ses propos dans cette période. Moi, je n'ai qu'une chose à dire aux Français, c'est qu'il faut aller voter. Ils veulent vivre, ils sont fiers de la République, alors qu'ils votent. Voilà, c'est tout. Vous espérez un sursaut de participation justement sur cette élection, que les gens se mobilisent dans une sorte de sursaut républicain? Oui, je le crois, j'entends bien qu'un certain nombre de nos compatriotes se disent que les politiques mises en place ne sont pas assez efficaces, il y a des déceptions, il y a de l'impatience, il y a des interrogations, il y a de l'incompréhension, tout ça existe. Mais maintenant, ces événements nous rappellent ce que nous sommes. Nous sommes des citoyens, c'est à nous d'agir. Et le vote sera aussi une manifestation très forte de mobilisation républicaine. Et donc j'en appelle, moi, à la mobilisation pour la sécurité ou contre la sécurité?
Non, je ne crois pas que... Qui peut être contre la sécurité? Bien. Donc je ne pense pas qu'il y a de camp qui soit pour ou contre la sécurité. Je pense que chacun doit voter selon ses conceptions, très bien, selon ses inclinaisons du moment, mais en fonction de l'idée que voter, c'est défendre la République. Il y a un ministre qui joue un rôle essentiel cette semaine, c'est Jean-Yves Le Drian, qui supervise l'intensification des opérations contre Daesh. Il est, on l'a presque oublié, tête de liste en Bretagne. Est-ce qu'il doit clarifier sa position en vue de cette élection, en désignant par exemple son dauphin et en promettant qu'il ne sera pas président de région, puisque je crois que tout le monde est d'accord pour dire que il doit rester ministre de la Défense dans ces conditions? Bon, écoutez, tout le monde est d'accord. Il sera très sensible. Il sera très sensible. Non mais j'entends et j'écoute comme vous il peut plus partir, les compliments qui lui sont faits. Et en même temps, vous connaissez aussi les compliments qui lui sont faits en tant que représentant emblématique de la Bretagne. Bon, voilà. Ben, moi, je pense que... Donc le choix n'est pas fait. Mais il n'y a pas forcément de choix à faire. Je pense que d'ores et déjà, Jean-Yves Le Drian est à la fois un excellent, pour ne pas dire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le meilleur ministre de la Défense qu'ait eu la Ve République, et de l'autre côté, il est le leader emblématique de la Bretagne, et sans doute, lui, plus que tout autre, depuis aussi... vous souhaitez qu'il reste? Voilà. Vous souhaitez qu'il reste ministre de la Défense? En tout cas, il l'est pleinement aujourd'hui. Voilà, chaque chose suffit son heure. Mais en tout cas, ne demandons pas à Jean-Yves Le Drian de ne pas être ce qu'il est. Il est à la fois le leader emblématique de la Bretagne et il est à la fois le meilleur... Très vite pour terminer. Pour terminer, on vient d'apprendre ce matin qu'il y aura une cérémonie nationale d'hommage aux Invalides vendredi prochain. Ce sera une cérémonie sans précédent. On attend évidemment toutes les familles des victimes qui seront très nombreuses, peut-être aussi des blessés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette cérémonie et surtout sur ce que ça va représenter? 30 secondes. Autant de gens réunis aux Invalides pour cette cérémonie. Il faut évidemment qu'il y ait une manifestation nationale, une cérémonie nationale. Ce ne sont pas, il y a tellement de victimes que tout ça, évidemment, les enterrements appartiennent aux familles, mais il y a besoin de réunir la nation dans un moment de deuil et ce sera ce moment-là, je le crois, que ce sera quelque chose de très fort. Merci Jean-Marie Le Guen d'avoir été notre invité. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.